Tout d'abord, Stéphane Dugosson s'intéresse aux fonctions dérivées des nombres non entiers. Au bout de sa recherche, qui le mène à une thèse, il ne sait plus quoi faire. Je me suis arrêtée sur « je ne sais plus trop quoi faire alors ». Parce que ça parle à tout le monde, ces moments-là où on a fait quelque chose et puis on ne sait plus quoi faire. Alors, il y en a qui dépriment, qui ne s'en remettent pas, et d'autres qui font du nouveau. Stéphane joue, attention, pas au jeu de hasard, mais au jeu de Go, c'est-à-dire un jeu né en Chine qui date de plusieurs milliers d'années et qui intéresse beaucoup les mathématiciens et les scientifiques. Il joue et il trouve, comme il dit, c'est son expression, un parfum topologique. Ce passage, donc pas si vide que ça, ouvrira à Stéphane Dugosson la porte à des recherches sur les espaces connectifs. Espaces connectifs, je ne connais pas, mais connexion, déconnexion, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde dans les espaces topologiques et dans les espaces psychiques. Et il s'intéresse à la théorie des catégories, il se passionne même, je crois, à la théorie des catégories initiée par Alexandre Grothendieck, brillant mathématicien, médaille Fields 66. Il cite dans une interview Grothendieck qui dit qu'il a une franche admiration pour ce... Stéphane a donc une franche admiration pour ce génie mathématicien qui est porté, dit-il, par une vision unificatrice des mathématiques. Il me semble que c'est cela que l'acte créatif transcende, une vision brève qui unit et crée du nouveau au-delà des coupures, des ruptures, des failles. Regardons ensemble ces mathématiques illuminatrices, ces objets mis en lumière par Stéphane Dugosson. Merci Arlette. Bon, mon propos aujourd'hui, je vais commencer par résumer ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne vais pas, comme le fera tout à l'heure Étienne Klein qui vient d'arriver, je ne vais pas parler de la naissance des idées, comment viennent les idées, en l'occurrence en mathématiques. Je vais plutôt parler de ce que les objets mathématiques peuvent susciter en nous comme un support de méditation, si vous voulez. La contemplation d'objets mathématiques, la méditation sur des objets mathématiques a des effets, et c'est de cela dont je vais vous parler. Et je vais le faire à travers quelques exemples forcément très limités en nombre, parce que la matière mathématique permettrait de développer, sinon une infinité d'exemples, du moins des exemples en quantité innombrable. Alors voilà le plan de mon intervention. Et je vais donc suivre un peu un ordre chronologique par rapport à ma propre expérience. Donc je vais commencer par un souvenir de la maternelle, qui est là, et qui était donc c'était en grande section maternelle, donc nous avions une boîte avec des objets, il y avait des carrés, des triangles, des ronds, il y avait des pièces rouges, des pièces vertes, des pièces jaunes, etc. Et l'institutrice nous avait demandé de mettre les pièces rouges dans un coin, de les entourer par une ficelle, et de mettre les carrés entourés par une autre ficelle. Et la question était
donc où est-ce qu'on va mettre les carrés rouges. Et alors moi je voyais pas du tout. Hein. C'était pas non, c'était vraiment une question difficile. Et d'ailleurs j'ai pas trouvé la réponse. C'est un autre garçon. Donc on avait 6 ans, je pense, qui a dit mais on pourrait les cordes par lesquelles on entoure les pièces, on pourrait les faire se recouper. Et ça a été là une de mes premières illuminations mathématiques. C'est cette coupure, ça s'appelle une intersection, mais cette section permettait de créer un espace de partage, et tout à coup, il devenait possible d'être à la fois un carré et une pièce rouge. On pouvait simultanément répondre à 2 définitions. Je pense que probablement j'ai trouvé dans cette coupure, dans cette intersection, comme une clé de résolution de ce qui aurait pu apparaître comme des contradictions inconscientes. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Et je l'ai vraiment vécu comme une illumination. Alors, le deuxième exemple, ça c'est un peu plus tard, c'est à l'école primaire. Pour mes parents. Et en plus, il a doublé des classes. Donc, voilà, j'avais compris que la diagonale du carré était un nombre irrationnel. Et c'est-à-dire ce que j'avais bien compris, c'était en particulier que ce n'était pas un nombre décimal, c'est-à-dire que si on avait une règle graduée, non seulement en centimètres, mais en millimètres, et puis qu'on avait pu poursuivre les graduations en dixièmes de millimètre, en centièmes de millimètre, etc., eh bien, la diagonale, ça ne serait jamais tombé juste, ça ne serait jamais tombé sur une graduation. Et je trouvais ça tout à fait fascinant, et je me souviens en avoir parlé avec un instituteur, lui avoir dit « mais oui, mais c'est incroyable, quoi. » C'est quoi qui est incroyable? Il y a quelque chose qui échappe, donc, à la rationalité. Racine de 2 est un nombre irrationnel. Ça veut dire que on ne peut pas totalement l'attraper, le saisir par une rationalité, c'est-à-dire des rapports, une raison entière. Et ce qui échappe là est décrit comme tel par le discours mathématique. C'est-à-dire qu'il y a un discours rationnel qui parle de la possibilité, d'une certaine manière, d'échapper à la rationalité. Là encore, illumination mathématique sur un objet que je n'ai pas inventé, mais simplement c'est un support de méditation. Ça c'est au lycée, mais lorsque je le découvre, celui-ci, je suis déjà professeur. Bon, mais j'aurais pu être élève. Je préparais un cours pour des élèves de première à l'époque. Donc c'était à la Martinique, j'étais dans mon jardin, entre des noix de coco, des choses comme ça, et tout à coup j'ai découvert ce nombre. Seulement si je ne vous dis rien de plus sur ce nombre, oui, j'aurais pu découvrir 142 258, et alors, non, mais un nombre, vous allez voir qu'il y a des propriétés extrêmement particulières. Mais ce qui est intéressant, c'est comment je suis arrivé à ce nombre. Alors quelles sont les propriétés amusantes de ce nombre? C'est le fait que lorsque vous le multipliez par 2, vous obtenez un nombre dont l'écriture décimale est constituée des mêmes chiffres, et d'ailleurs dans le même ordre à une rotation près. Vous voyez, 1, 4, 2, 8, 5, 7 se retrouvent dans le résultat. Mais c'est vrai aussi quand vous le multipliez par 3, et par 4, et par 5, et par 6... Ah, quand on arrive là, on dit, bon, bah, alors ça va continuer comme ça à l'infini. Évidemment non, puisque dès qu'on le multiplie par un nombre trop grand, il y aura plus que 6 chiffres dans le résultat. Donc ça ne peut pas se poursuivre
à l'infini. Alors, et par 7, oui, ça fait 999 999. Bon. Alors, en fait, comment je suis tombé sur ce nom? Je préparais donc un cours de première, je préparais un cours sur les nombres rationnels, justement, c'est-à-dire sur les quotients d'entiers. Et j'allais expliquer à mes élèves que lorsqu'on fait le quotient de deux entiers, le résultat va s'écrire avec éventuellement une infinité de chiffres après la virgule, mais des chiffres qui vont se répéter. Ils vont présenter ce qu'on appelle une période, et cette période va se répéter. Et j'avais pris comme exemple un septième. Vous voyez, et un septième, c'est ça. Et alors, si maintenant vous calculez 2 septièmes, vous allez obtenir le double. Mais dans le calcul de 2 septièmes, les restes dans la division sont les mêmes, et c'est pour ça que ça produit les mêmes chiffres. Et bien entendu, 7 septièmes, ça fait 1. Vous voyez, c'est-à-dire ce qui peut s'écrire encore de cette façon. Alors là, il reste sûrement beaucoup de choses à dire, mais moi, l'une des choses qui m'a le plus frappé, au-delà de l'aspect un petit peu magique des propriétés de ce nombre, ce qui me ramenait à l'une des choses qui m'ont porté vers les mathématiques lorsque j'étais tout enfant, c'est les liens avec la magie. Mais au-delà de cet aspect, ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était qu'une réflexion sur les nombres rationnels, c'est-à-dire les quotients d'entiers, me conduise à découvrir une propriété intéressante sur des nombres entiers. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une constance en mathématiques, c'est que vous travaillez sur un domaine et vous allez en déduire des propriétés concernant un autre domaine avec des connexions donc qui sont généralement surprenantes, enfin inattendues. Après on peut comprendre les choses, et même quand on les a comprises, elles peuvent rester un peu énigmatiques et mystérieuses. Voilà, alors je vais passer maintenant à des souvenirs qui datent plutôt disons après le bac. Ça, je vais vous parler du point, je vais vous parler des points. La discussion qu'on a eue tout à l'heure après l'intervention d'Aspasie Bali fait que je regrette un petit peu de ne pas avoir préparé des petits schémas concernant les fonctions, vous savez, ces fonctions dont vous avez tracé les courbes au lycée, et sur les fonctions continues et discontinues. Il y a beaucoup de choses à dire, et ce qui m'amusait beaucoup dans ces années, juste à l'époque du bac, ou les années qui ont suivi, c'était de trouver des contre-exemples à des intuitions communes qu'on peut avoir a priori, mais dont on se rend compte qu'elles ne tiennent pas la route, notamment dans l'opposition entre continuité et discontinuité. Par exemple, on peut construire des fonctions qui soient discontinues en 1 ou 2 points, mais on peut aussi construire des fonctions qui soient discontinues, c'est-à-dire qui présentent une rupture, un saut en tout point. Mais on peut même construire une fonction qui soit discontinue en tout point, sauf en un unique point où elle sera continue. Donc là, on inverse totalement l'idée de ce qu'est la continuité et la discontinuité. Si effectivement une fonction, mettons un processus qui dépend du temps, devait être continu juste en un unique instant, voilà quelque chose qui contredit certainement l'intuition qu'on peut avoir. Mais alors, enfin, je n'ai pas préparé ces petits dessins pour illustrer ces idées. Je vous en montre une autre parmi ces choses qui m'amusaient à cette époque-là. Ici, c'est l'exemple. Imaginez qu'horizontalement, il s'agisse du temps, et verticalement, c'est la position d'un point sur un axe, et la courbe qui est là représente l'évolution au cours du temps de cette position. Eh bien, là, je peux écrire une formule pour une fonction de ce genre. Elle va avoir la propriété suivante. Elle décrit le mouvement d'un point qui se stabilise en un lieu précis, qui correspond à l'axe horizontal au centre. Donc ce point se stabilise au cours du temps, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher de plus en plus de la position centrale au cours du temps.
À tel point que, si on attend suffisamment longtemps, on ne le verra plus du tout bouger. Et pourtant, le mouvement qui est le sien est tel que son énergie de mouvement va augmenter en moyenne, si on la mesure sur un petit intervalle de temps que l'on déroule comme ça, son énergie de mouvement va augmenter au cours du temps. Son énergie cinétique va tendre vers l'infini, alors même qu'il se stabilise. Donc à la limite, vous obtenez un point totalement immobile et qui possède une vitesse infinie, si vous voulez. Je simplifie un petit peu la description, mais c'est ça. Un point totalement immobile qui serait doté d'une énergie de mouvement infinie. Alors, j'étais tout à fait fasciné par ce vers quoi ça pointe. Et là encore, vous voyez que nos intuitions premières sont bousculées. En principe, le mouvement et l'immobilité s'opposent l'un à l'autre. C'est le contraire l'un de l'autre. Et voilà ce point qui est totalement immobile et totalement dynamique en même temps. Alors, une histoire de point encore. Arlette a eu la gentillesse de citer tout à l'heure, en me présentant cette expression de mémoire du présent. C'est quelque chose que j'ai pointé justement en faisant un cours à mes étudiants sur... bon, ça concerne le comportement des matériaux viscoélastiques. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les matériaux viscoélastiques? C'est qu'ils se déforment en fonction des contraintes qu'ils subissent, et la déformation à un instant donné d'un tel matériau dépend de l'histoire passée des contraintes qui se sont exercées sur ce matériau. Et plus les contraintes en question sont lointaines dans le passé, moins leur impact sur la déformation présente est important. Et il y a ce qu'on appelle une fonction mémoire qui règle la manière dont les contraintes du passé peuvent se manifester sous la forme des déformations présentes. Mais à ce moment-là, je dis à mes étudiants, oui, mais il ne faut pas oublier l'aspect élastique, hein, ce sont des matériaux viscoélastiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi une déformation instantanée qui est le résultat de la contrainte présente. Et le problème, c'est que le formalisme mathématique qui permet d'exprimer l'impact sur la déformation présente des contraintes passées et de la contrainte présente, ben a priori, on a deux formalismes un peu différents, et pour les unifier, ben on fait appel à une théorie, la théorie des distributions de Laurent Schwartz, qui permet notamment de donner un statut à ce qu'on appelle l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac, c'est ce qui est représenté par la flèche verticale ici, au-dessus d'un point, et c'est un objet mathématique qui redonne toute son intensité au point, le point ayant eu tendance un petit peu à disparaître dans le formalisme qui permettait de parler de la mémoire. Un peu comme si, de parler du passé, vous faisiez oublier le présent et son intensité, et là vous avez un formalisme mathématique qui vient pointer sur cette intensité du présent. Donc c'est ce que j'appelle effectivement la mémoire du présent, le fait qu'il n'y a rien à gauche, donc à droite c'est le passé, c'est-à-dire que ça dépend du temps écoulé, c'est pour ça que c'est à droite, et à gauche il n'y a rien parce que, en tout cas pour ce que je présente à mes étudiants, ce sont des matériaux qui n'ont pas la mémoire du futur, donc leur déformation actuelle ne dépend pas des contraintes qui seront exercées plus tard. Ici, il s'agit d'une théorie qui m'a absolument fasciné, comme elle a fasciné beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants et de mathématiciens. La théorie des fonctions de la variable complexe, développée par Cauchy au XIXe siècle. Et il s'agit d'intégrales, bon, c'est-à-dire qu'on suit un certain parcours dans le plan et on fait le bilan. Sur le long de ce parcours, on fait le bilan de ce que peut produire donc une certaine fonction, et sous des conditions assez générales, ce bilan est nul. C'est-à-dire que lorsque vous faites un petit tour et que vous revenez à votre point de départ, eh bien, voilà, pour beaucoup de fonctions, le résultat est zéro.
comme si d'être revenu à votre point de départ fait que le bilan que vous pouvez faire de ce petit tour était nul. Donc, on voit tout de suite à quoi ça peut faire penser. Si vraiment, enfin tout ça pour ça, quoi. Si vraiment, à l'arrivée, on se retrouve exactement au même lieu d'où on était parti, quel est l'intérêt? On peut se poser ce type de questions. Bon. Or, c'est pas pour toutes les fonctions que ça donne 0. Et notamment si la fonction présente une singularité et que vous faites le tour de cette singularité, eh bien, pour certains types de singularités, le résultat ne fait pas 0, mais fait 2i pi r, où r s'appelle le résidu, c'est-à-dire c'est ce qui reste. Il y a quelque chose qui reste, malgré tout. Il y a quelque chose qui reste, et ce reste est multiplié par 2i pi, c'est-à-dire pi un nombre transcendant, et i la base des nombres imaginaires. Donc, ce reste tout à fait concret, multiplié par quelque chose de transcendant et par quelque chose d'imaginaire, vous permet de faire le bilan d'un petit tour qui finalement n'était pas si nul que ça. Encore faut-il faire le tour de certaines singularités. Et les rires dans la salle suggèrent que j'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, j'en arrive au jeu de Go que j'ai représenté par le petit carré ici, avec des lignes horizontales et verticales qui se croisent dans des intersections qui sont les points où l'on pose les pierres. Effectivement, donc j'ai eu cette phase où je ne savais pas trop quoi faire et donc j'ai joué au Go. Et donc, effectivement, au cours d'une partie de Go, le Go est un jeu qui est effectivement un parfum topologique, c'est un jeu de frontières et de connexité. Il faut connecter ces pierres pour vivre, essayer de déconnecter celles de l'autre pour l'empêcher de trop qu'il se développe trop. Enfin, il faut qu'il vive aussi, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est un jeu de frontières, les frontières des territoires que l'on va constituer, qui sont le but du jeu. Et au cours d'une partie de Go, j'ai réalisé que la notion de connexité à l'œuvre dans ce jeu fait, de manière générale en mathématiques, l'objet de traitements différents et de manière un peu séparée entre ce qu'on appelle d'un côté la topologie générale, de l'autre côté la théorie des graphes. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai été frappé de ce manque d'unité dans le traitement de la notion même de connexité. C'est un comble. Et donc, j'ai eu l'idée, comme je m'intéressais un petit peu à une théorie qui s'appelle la théorie des catégories, et que l'on peut voir comme un peu... C'est un peu une théorie des théories. Elle peut servir à... disons, c'est une théorie qui vous permet de vous poser d'emblée un certain nombre de questions intéressantes, notamment lorsque vous voulez développer une nouvelle théorie. Donc, c'était intéressant de confronter cette question de comment unifier la connexité avec la théorie des catégories. Donc, je développe la catégorie des espaces connectifs, vis-à-vis de laquelle les espaces topologiques, les graphes et beaucoup d'autres exemples apparaissent en un certain sens comme un cas particulier. Et le point commun entre toutes ces catégories, la catégorie des espaces topologiques, la catégorie des graphes, la catégorie des espaces connectifs, etc., c'est que dans tous ces cas-là, vous avez une organisation assez bien structurée de structures. C'est-à-dire que vous avez une structure de structures. Les structures topologiques, comme les structures connectives et comme d'autres, s'organisent entre une structure minimale qu'on appelle généralement la structure discrète, qui vient du latin discretus, qui veut dire séparé, et donc c'est une structure dans laquelle tout est séparé. Rien n'est connecté à rien, tout est fragmenté. Ça, c'est les structures discrètes qu'on pourrait mettre en bas ici. Puis à l'autre extrême, vous avez les structures grossières, où tout est fusionné. C'est vrai pour les espaces topologiques, c'est vrai pour les espaces connectifs. Dans le cas des espaces connectifs, ça veut dire que tout est connecté à tout. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre les deux, généralement, ni totalement déconnecté,
ni totalement fusionnés. C'est dans cette région que les choses intéressantes se passent. Et ce qui était intéressant ici, c'était de voir que pour les espaces topologiques, pour les espaces connectifs, il y a le même type d'organisation, mais qu'elles ne correspondent pas exactement. Elles ne sont pas exactement... On ne peut pas les mettre dans une correspondance biunivoque parfaite. Voilà, donc ça m'a... Mais pourtant, la figure est symétrique. Oui, parce que c'est vraiment très simplifié, mais j'ai quand même mis un point d'interrogation ici qui n'est pas tout à fait symétrique avec le reste. Et c'est étonnant que le discret et le connecté, complètement connecté, oui, soient symétriques. Dans la figure. Dans la figure. Mais c'est à la fois vrai et faux. Il y a une forme de symétrie, mais c'est pas, généralement, ça n'est pas une symétrie parfaite. Et effectivement, par exemple, le point d'interrogation qui est là n'est pas symétrique par rapport à la droite horizontale, ici, et on ne peut pas, il n'y a pas en général un renversement qui permettrait d'échanger l'ensemble de toutes ces structures en échangeant exactement la structure discrète et la structure grossière qu'on pourrait appeler aussi structure indiscrète, et qui est donc celle de la fusion totale. Le point d'interrogation ici, ça correspond aussi à des interrogations, des questions que je me suis posées à cette époque sur justement comment on passe du discret au grossier, c'est-à-dire de la séparation, entre la séparation et le lien, et il y a toute une dialectique du lien et de la séparation, et à ce moment-là, je me suis rendu compte, par exemple, qu'une expression telle que « mettre entre » est fait exactement le lien entre lié et séparé. Parce que pour séparer, ben vous mettez quelque chose entre, mais mettre entre, c'est aussi lié. Et donc c'est toute cette dialectique qui est liée aussi à la notion de frontière, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une espèce d'orthogonalité entre les notions de connexité et les notions de frontière. C'est que si vous voulez connecter deux points qui sont de part et d'autre d'une frontière, ben vous êtes obligé de traverser la frontière. Donc les frontières étant, à vrai dire, les seules choses qu'on puisse jamais traverser. Alors, bon, il y avait toute cette réflexion, mais la catégorie des espaces connectifs, et l'exemple le plus simple d'espace connectif qui a surgi, ben, c'est un espace connectif qui n'a que 3 points, et ces 3 points sont connectés, mais on n'est pas dans la fusion totale, c'est-à-dire que tout n'est pas connecté. En fait, considérez 3 points qui soient globalement connectés, mais pas 2 à 2. Eh bien, ce dont je suis en train de vous parler, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la structure du nœud borroméen. Donc le nœud borroméen apparaît comme réalisant une structure connective la plus simple qui soit, disons, qui ne soit pas donnée ni en termes de graphe, ni en termes d'espace topologique. Et bon, évidemment, ce nœud borroméen, c'était intéressant d'arriver dessus, ça m'a conduit à rencontrer des gens charmants, qu'on appelle des lacaniens, et à discuter avec eux. Mais, si vous voulez, évidemment, moi je n'ai pas, vis-à-vis de Lacan, vis-à-vis de la parole de Lacan, et surtout de la parole retranscrite en texte, je n'ai pas du tout le même type de relation qu'un psychanalyste. Donc, et puis, ce nœud borroméen, il a quelque chose de fascinant et d'exaspérant, parce que, oui, c'est un peu fascinant, et alors, on va dire, bon, ok, on va pas rester le nez collé dessus indéfiniment. Or, dans le cadre en tant qu'objet mathématique, il s'inscrit dans une catégorie en relation avec d'autres catégories. On va pouvoir le mettre en relation avec d'autres choses, avec beaucoup de choses en fait. À partir de cet objet borroméen, en tant qu'objet proprement connectif, eh bien, voilà le genre de choses qui sont apparues. Ce qui est là, c'est la mise en relation du plan ordinaire avec l'espace borroméen à 3 points. Et ça donne ça.
plus précisément. Donc cet objet qui existe mathématiquement par ailleurs, il s'agit des bassins d'attraction pour les racines cubiques de l'unité lorsqu'on utilise la méthode de Newton dans le plan complexe. Je vous passe les détails, mais je trouvais l'expression poétique, donc je vous la livre telle quelle. Donc cet objet mathématique présente une propriété qui est que lorsque vous êtes à la frontière de l'une des régions, par exemple de la région verte, vous êtes simultanément à la frontière des deux autres régions. Dès que vous êtes à la frontière du vert, vous êtes aussi à la frontière du rouge et du bleu. Vous pouvez zoomer sur n'importe quel point, pas le faire trop parce que l'image n'est pas suffisamment précise, mais vous voyez l'idée. Eh bien, en fait, dans la catégorie des espaces connectifs, cet objet est l'une des flèches les plus simples qui relie le plan et l'objet borroméen. Autre exemple des bizarreries auxquelles la méditation sur le connectif m'a conduit, contrairement à l'intuition que j'avais initialement, bon, je l'ai très mal tracé ici, mais c'est un peu l'idée. Lorsque vous tracez la courbe de la fonction sinus 1 sur x, eh bien vous obtenez une fonction qui n'est pas continue en 0. Bon, il faut la prolonger en x égale 0. Encore, je passe sur les détails, mais la propriété inattendue est la suivante, c'est que quand vous rajoutez ce point, vous obtenez une courbe ici, avec le point central, qui est invisible, mais au voisinage duquel vous avez une infinité d'arches. Hein. Ça accélère de façon à présenter une infinité d'oscillations au voisinage de ce point. Eh bien, l'ensemble de cette courbe avec ce point va être d'un seul tenant, va être connexe. Et donc, on pourrait dire qu'il constitue un moyen de connecter le bord droit avec le bord gauche. Mais simultanément, on se rend compte que la région qui est au-dessus de cette courbe et la région qui est en dessous de cette courbe, en fait, sont également connectées l'une à l'autre. C'est-à-dire que vous avez deux objets connectés qui se traversent. Et voilà quelque chose de tout à fait curieux. Deux objets connectés qui n'ont aucun point en commun, sont complémentaires l'un de l'autre, mais les deux objets sont connectés et se traversent. Ici commence mon exposé. C'est tellement important. Alors curieusement, c'est en allant écouter Badiou il y a quelques années que, en entendant parler de points génériques, je suis allé voir ce qu'il en était chez Grothendieck et en géométrie algébrique, et cette notion de point générique a changé d'une certaine manière mon existence. En exagérant un petit peu, parce que je ne parle pas d'une vision consciente des choses, mais en exagérant un petit peu, je dirais que jusqu'à ce moment-là, pour moi, le monde était fait d'ondes et de vibrations, et il n'y avait pas réellement de chaises, de tables, et des gens, des personnes. Non, il y avait des ondes, une table c'était une quantité d'atomes, dont évidemment on ne pouvait pas dire où elle commençait, où elle s'arrêtait, etc. J'exagère un peu parce que ça m'empêchait, je fonctionnais quand même. Hein. Mais avec les points génériques, j'ai compris qu'on pouvait donner une existence authentique aux choses et aux êtres. La table, c'est la table. Et la chaise, c'est la chaise. Et vous, c'est vous. Voilà. Donc c'est comme... Bien sûr que ça se discute. Mais c'est disons que c'est un... Après, on peut discuter, on peut faire tout un tas de choses, mais on peut donner une unité aux choses, leur donner un nom, par exemple, pour permettre à cette unité d'exister. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de construire une hiérarchie dans les structures connectives. Ce qui est représenté là, c'est la structure de ce que j'appelle le borroméen de Borroméen, qui est là.
Il s'agit de 3 nœuds borroméens qui sont noués borroméennement ensemble. Évidemment, vous pouvez continuer comme ça. C'est un théorème Hermann Brune qui a donné son nom aux entrelacs bruniens. Enfin, on a attribué ce nom à juste titre. Avait en fait cette idée, c'est que toute structure connective peut être représentée par des entrelacs. Donc vous pouvez nouer borroméennement un nombre quelconque de structures qui elles-mêmes sont construites de cette façon, et en l'occurrence le borroméen de borroméen sera d'ordre connectif égal à 2, c'est la hauteur de cette structure. Donc cette structure-là représente le borroméen de borroméen, mais bien entendu il y en a une infinité d'autres. Voilà, et les points qui sont là sont ce que j'appelle les points génériques. Ce point-là, c'est le point générique qui représente l'ensemble de ce borroméen de borroméen. Le point qui est là représente l'une des composantes borroméennes, etc. Bien, par la suite... Il faut quand même simplement ajouter un point qui est important, c'est que quel que soit le nombre de borroméens comme ça inclus, il suffit d'en couper un pour que ce soit l'ensemble qui se... Alors en l'occurrence non, si vous en coupez un ici, par exemple si vous coupez le rouge, ici. le borroméen dont il fait partie va se défaire. Oui. Mais celui-ci ayant été défait, à ce niveau-là, vous avez simplement le borroméen qui est là et le borroméen qui est ici qui se séparent, mais chacun d'eux garde sa consistance. C'est brunérien, voilà, c'est pas borroméen. C'est brunérien. Oui, enfin après il n'en reste plus que 2 quand même. Si vous coupez le rouge ici, Ouais. et que, disons, on fait disparaître le rouge, Ouais. vous allez récupérer 4 morceaux. Les 2 morceaux qui viennent du nœud borroméen auquel la composante rouge appartenait, et les 2 autres morceaux sont, d'une part, le nœud borroméen avec les jaunes et le vert, et d'autre part, le nœud borroméen. Oui, mais si on coupe le rouge, le violet et le parme, Oui. ils se séparent. Absolument, oui, bien sûr. Donc c'est pas non plus ce qu'on appelle brunien. Brunien, c'est ce que généralement on appelle borroméen généralisé, c'est-à-dire ça donnerait un arbre simplement de hauteur 1, de hauteur 1, c'est-à-dire que toutes les composantes sont globalement connectées. C'est tout à fait possible de le faire avec le nombre de composantes que vous voulez. Il y a des mathématiciens qui se sont amusés à écrire un article dans lequel ils imaginent un défilé de mode, dans lequel les mannequins portent des robes bruniennes, constituées d'un nombre très important, je ne sais plus s'il en faut 100 000 ou quoi, de petites mailles, et l'ensemble est connecté de manière brunienne ou borroméenne généralisée. Comme un bas qui file, quoi. Oui, mais voilà, et là tout se défait. Voilà. Si on tire sur la cheville. Voilà, exactement. Alors, par la suite, je me suis rendu compte que ces structures connectives étaient essentiellement de nature dynamique. Je vais vous montrer ce qui a été pour moi aussi l'occasion de cette réalisation. C'est un film extraordinaire qui a été fait sous la direction d'Étienne Guis, qui est un géomètre de grand talent. Et j'adore ce film. Je ne vais vous en montrer que quelques secondes parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi une manière d'illustrer les bouleversements concernant la transmission des mathématiques. Parce que la possibilité de réaliser de telles images nous permet de partager ces mondes mathématiques d'une manière tout à fait différente et intéressante par rapport à vous montrez ça. Bon, ce qui est fascinant avec ce film auquel vous pouvez accéder sur Internet en libre accès, c'est qu'il peut intéresser aussi bien des enfants de 6 ans que des mathématiciens professionnels. Et il y a réellement beaucoup de choses. Bon, donc je ne veux pas le laisser plus longtemps. Mais je vous invite vraiment à aller le voir. On donnera les coordonnées. Voilà. Et
Alors, il faut peut-être que je termine. Ça, c'est sur le temps. Oui, parce que les dynamiques connectives, ben, je me suis rendu compte qu'elles présentaient le même type de problème que les structures connectives pour moi au départ, c'est-à-dire qu'il y avait un discours qui n'était pas unifié sur les systèmes dynamiques. Essentiellement, il y a ce qu'on appelle les systèmes, en mathématiques, les systèmes dynamiques continus d'un côté, les systèmes dynamiques discrets de l'autre. Donc j'ai cherché un moyen de parler de manière unifiée de ces dynamiques, et en discutant avec des collègues, finalement, je suis arrivé à l'idée de ce que j'appelle des dynamiques catégoriques, dans lesquelles la base temporelle, c'est une structure extrêmement générale qui est une catégorie. Bon, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je signale simplement que ça conduit à considérer des dynamiques qui fonctionnent selon une temporalité qui peut être non seulement continue ou discrète, mais qui peut être du temps circulaire, qui peut être du temps arborescent, comme dans la nouvelle de Borges sur le jardin au sentier qui bifurque, qui peut être constitué de temps parallèles, plusieurs temporalités parallèles, qui peut être du temps à plusieurs dimensions, et tous ces exemples ne sont que des cas très, très particuliers. Là encore, c'est le souci d'unification qui fait apparaître des structures inattendues, qui permet de retrouver des structures connues et qui fait apparaître des structures inattendues. Voilà, alors pour finir, je reviens un petit peu sur les paradoxes liés à l'infini dans l'analyse, le fait que l'ensemble des nombres réels soit constitué d'une infinité de points déjà assez dense, avec cette question sur le déterminisme. Imaginez un monde dans lequel la seule loi serait que l'évolution des phénomènes devrait se faire de manière continue. À part cette exigence-là, il n'y en aurait aucune autre. La seule exigence serait celle de la continuité. Et imaginez que ce monde fonctionne selon une temporalité qui est celle du temps, l'image ordinaire de la droite, cette droite horizontale qu'on identifie au nombre réel. Eh bien, ce qui se passerait à chaque instant dans un tel monde serait entièrement déterminé par tout ce qui se sera passé jusque-là, et donc on peut dire que le présent dans un tel monde est entièrement déterminé par le passé. Et pourtant, un tel monde serait totalement imprévisible, non seulement imprévisible, mais réellement indéterminé. Parce que cette contrainte de continuité, elle, en aucun cas, ne vous empêche d'aller exactement là où vous voulez, aussi vite que vous voulez y aller. D'accord ? Et donc, l'idée que il y aurait d'un côté le déterminisme dans lequel l'instant présent est entièrement déterminé par le passé, d'un autre côté un monde dans lequel il y a de l'indéterminisme et donc éventuellement du libre arbitre, et que ces deux options seraient exclusives, vous voyez, est contredit par ce simple exemple. Voilà. Alors je vais finir en disant que les mathématiques, c'est un peu comme la musique, et les formules mathématiques, c'est un peu comme une partition, c'est-à-dire que c'est totalement incompréhensible quand on n'a pas le moyen d'accès. En musique, il y a des interprètes, et je pense qu'il est important qu'en mathématiques, il y ait aussi des interprètes qui puissent faire entendre cette musique-là. La première question que je voudrais poser à Stéphane, c'est celle, parce que j'ai eu comme ça en écoutant le sentiment que la recherche, cette recherche mathématique ou sa recherche en mathématiques a été guidée, était portée par un point, un espace, une théorie qui unifie. Alors, chacun sait, je pense, que les physiciens sont également investis depuis des décades sur la même question par rapport à
l'infiniment petit et l'infiniment grand. Les psychanalystes creusent plutôt le 1 pour y rencontrer le reste. Le reste, c'est ce que Stéphane nous a très bien, dont il nous a très bien parlé dans je ne sais plus comment tu appelles ça, au moment où on croit que c'est la même chose, on retourne, ah oui, le point où on retourne, on fait le tour et on reviendrait au point de départ. Les singularités. Les singularités, donc avec certaines fonctions, il y a un reste. Et ce reste, c'est ce qui fait le différent, ce qui crée la différence, ce qui crée que cet objet singulier, cet objet qui s'appelle reste, va porter pour chacun le désir de continuer et de ne pas faire toujours la même chose et tourner en rond. Alors, la première question par rapport à ce fil serait autour des points génériques. Ce que tu as amené qui précédait de la vision du monde pour chacun. On sait que chacun regarde le monde avec sa propre représentation, c'est-à-dire son fantasme. Stéphane nous a fait part discrètement, d'une part, de son fantasme, c'est-à-dire du réel, des points réels, les atomes, les tables, etc. Comment l'organisation va se rassembler et faire du 1 pour être nommée, c'est ce que j'ai retenu, fait que, à partir de ces points génériques, la vision du monde, la représentation du monde de Stéphane va bouger. Et c'est ce passage-là, je voudrais bien que tu reviennes sur ce moment, comment, à partir du morcellement, dans ce que j'ai compris, peut-être pas très bien, du morcellement, ça fait du 1, tout à coup. Et une autre représentation. Tu pourrais me rendre compte. Alors, je ne pense pas être guidé par une théorie unifiante. Il y a un désir d'unification, il y a un désir d'unité, de cohérence qui conduit, dans certains cas, à développer des théories. Et donc, ce désir, aussi le désir de comprendre, le désir oui, c'est ça, de comprendre les choses, c'est ça qui me porte. Mais les mathématiques ont une spécificité que dit un petit peu méchamment, bon, j'espère que ça ne sera pas mal pris, mais il y a une blague sur la différence entre un mathématicien et un physicien. Bon. Alors, selon cette plaisanterie, un mathématicien, pour travailler... Pardon, excusez-moi, c'est un lapsus, c'est entre un mathématicien et un philosophe. Parce que justement, le physicien, lui, il a l'objet en question, c'est la réalité physique. La différence entre un mathématicien et un philosophe, c'est que pour travailler, un mathématicien, il lui suffit d'avoir une feuille de papier, un crayon et une gomme. Alors c'est la gomme, ah bon. Et le philosophe, voilà, une feuille de papier et un crayon. Suffisent. Alors, c'est un tout petit peu méchant, mais... alors ça dit quoi? C'est quoi cette gomme? C'est que nous avons, et alors on n'a pas besoin d'accélérateurs de particules, etc. C'est là où vraiment c'est intéressant d'être mathématicien parce qu'on peut voyager léger. Et c'est la possibilité de se rendre compte par soi-même que nos intuitions sont fausses. Voilà. C'est-à-dire, oui, je pensais, je ne pensais pas ceci possible, je ne croyais pas que cela puisse se faire, j'avais la conviction que deux parties, pas formulées, mais que deux parties connexes ne pouvaient pas se croiser de cette manière. Bon, donc, c'est le quotidien du mathématicien
que de se rendre compte de ses erreurs. Nos intuitions sont fausses, nous les corrigeons, nous approfondissons notre intuition et finalement nous pouvons accéder à une connaissance assez solide. Mais ces remises en question permanentes, je pense que pour être mathématicien, il faut aimer être contredit. Peut-être, bon, jusqu'à présent, chaque fois que j'ai dit ça, personne ne m'a contredit, mais peut-être que ça pourrait... Est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe? C'est pas... Il y en a un là-bas. C'est pas forcément bon signe, mais enfin, en tout cas, je maintiens que, en tout cas, c'est ma conception des mathématiques. Il faut aimer se rendre compte de ses erreurs, il faut aimer être contredit, et donc, il y a cette expérience qui est aussi celle du doute, pas du doute uniquement dans son versant destructeur, mais dans ce que ça permet de construire, disons le mot, du doute cartésien. Donc, c'est une grande joie de se rendre compte que les choses n'étaient pas comme ce que l'on projetait sur le monde. Bien sûr. Oui, Oui. Voilà. Et là, quand vous avez répondu à la question, la première question qui vous a été posée, vous avez dit non, c'est parce que j'ai le désir d'unification. Bon, mais Napoléon, il avait le désir d'unification. Hein? Bon, c'est-à-dire que ce point de vue autoritaire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette position autoritaire qui est en fait projective. C'est-à-dire que de faire des objets ce qu'on a envie qu'ils soient. Et c'est pas ça le but. C'est pas de faire des objets ce qu'on a envie qu'ils soient ou qu'ils deviennent, c'est quelles sont leurs propriétés intrinsèques. Aussi bien en tant qu'ensemble, en tant qu'objet séparé, voilà. De découvrir leur structure, leurs propriétés, en mon absence même, et en absence même de mon désir, ou de quoi que ce soit qui vienne de moi. C'est-à-dire que je sois vivant ou mort, que je sois absent ou présent, que ce soit moi ou que ce soit un autre, quelles sont les propriétés de ces objets. Donc c'est absolument, ça doit être absolument indépendant de mon désir. C'est pas le désir, c'est plutôt l'intuition, et c'est ça l'intuition créatrice, c'est je soupçonne que ces objets ont une vie entre eux, ont des relations entre eux, et qu'il s'agit que je découvre. Mais eux-mêmes, en eux-mêmes, sans moi. Oui, mais bien sûr, mais ce que vient de dire Stéphane, je pense, n'est pas contradictoire avec ce que vous dites. Stéphane peut à la fois nous dire que son désir, c'est l'unification, et en même temps, c'est bien, parce que c'est ce désir-là qui le meut, si on peut dire, qu'il se trouve confronté à l'erreur. C'est ce qu'il vient de dire, je pense. Et c'est là où il est en but, parfois, justement, à découvrir que ce qu'il pensait n'est pas justement ce à quoi il se confronte. Il n'y aurait pas ce conflit interne, il n'y aurait pas le moment de rencontre avec le point où, justement, sa projection s'avère contredire la découverte. Voilà. J'ai envie de répondre comme ça un petit peu moins. Je vais répondre aussi. D'abord, je ne pense pas vous rendre Napoléon plus sympathique en vous disant qu'il a découvert une construction mathématique, géométrique très intéressante sur la manière de retrouver le centre d'un cercle par une construction simplement à la règle et au compas, mais sans règle. Sans règle, uniquement au compas. Sans règle, uniquement au compas. C'est ça qui est très intéressant. Et voilà, mais donc il y a une contribution du personnage aux mathématiques, mais évidemment ça ne répond pas à j'allais dire l'accusation. Ça me fait penser, bon, il y a deux choses. J'ai eu tout récemment une discussion avec une jeune mathématicienne extrêmement brillante qui a soutenu un point de vue assez proche de ce que vous avez dit. Et la question pour moi n'est pas clairement tranchée, parce que vous dites qu'il s'agit d'étudier ces objets tels qu'ils sont, indépendamment de ce qui nous meut, mais quels sont ces objets?
Est-ce que ce sont des objets naturels ou est-ce que ce sont des objets que nous avons construits? Et quand nous les avons construits, à quoi répondions-nous pour le faire? Et cette jeune mathématicienne, très brillante encore une fois, et dont le point de vue est vraiment argumenté, et bon, c'était pas des paroles en l'air, elle disait que elle distingue vraiment parmi les objets mathématiques entre ceux qu'on pourrait appeler en quelque sorte naturels et les objets, les outils qui sont aussi des êtres mathématiques, mais que nous construisons pour étudier les premiers. Pour moi, cette distinction n'est pas du tout claire. Je ne vois pas les choses vraiment de cette manière. Et je dirais que les mathématiques ont ceci de particulier dans leur rapport au temps, que nous créons effectivement, je ne suis pas platonicien au sens où je pense que nous créons des mathématiques nouvelles, nous créons des choses qui n'existaient pas auparavant, simplement une fois qu'elles ont été créées, eh bien, c'est comme si elles avaient toujours existé. Et donc, le rapport entre création et découverte, il est très particulier en mathématiques. Nous créons de l'intemporel, si vous voulez. Nous avons des actes dans le temps qui créent de l'intemporel. C'est comme ça que je comprends les choses. Et j'ajouterai une autre chose, il y a une notion fondamentale et assez basique en théorie des catégories, enfin plus spécifiquement en théorie des ensembles, c'est ce qu'on appelle l'union disjointe. Et l'union disjointe, c'est un très bel oxymore, c'est intéressant de savoir que c'est une notion de base. L'union disjointe, c'est l'espace qui vous permet de rassembler des choses qui n'ont aucun point commun. D'accord ? Et effectivement, au minimum, les choses n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais c'est déjà ça. Sur ce minimum, on peut aussi construire. Donc, il y a une unité qui peut accueillir une différence sans aucunement la réduire. Et donc, quand je parle d'unité, c'est juste pour pouvoir accueillir toutes ces choses. C'est pas pour les empêcher d'être ce qu'elles sont.